Mesdames, Messieurs, je vous retrouve pour l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Le parti Ensemble pour la République, dirigé par Moïse Katumbi Chapoué, soutient la participation des l'F-123 au dialogue national. Son secrétaire général, Dieudonné Boling Tekenge, l'a déclaré lors du Space Live avec Stanis Boudiakera. Il estime que le régime en place a utilisé la guerre L-123 comme un moyen politique. Et le monde entier le sait. C'est pour cela que dans les accords négociés à Washington, on demande à notre gouvernement, et notre gouvernement s'est engagé à neutraliser les FDLR. Vous êtes associé à mon ennemi, alors moi je m'associe à votre ennemi, en quelque sorte. Alors, cette question-là, étant donné que l'honorable Mbikaï a reconnu que le M23, c'est des Congolais qu'on est allé recruter pour, comment dirais-je, comme faire valoir dans les dispositifs du Rwanda, il reconnaît que c'est des Congolais. Et donc, nous estimons que nous ne devons pas laisser de côté une seule catégorie de Congolais en état de frustration. Parce que c'est ces frustrations-là qui génèrent des tentations de céder à la violence, qui génèrent des dispositions à se faire recruter par l'ennemi public. Donc, tous ceux qui ont pris les armes, ils doivent expliquer aux autres qui n'ont pas pris les armes pourquoi ils ont pris les armes. Et si le problème, sur base de qu'ils ont pris les armes, peut trouver des solutions, qu'on trouve cette solution ensemble dans l'intérêt de la République. Nous sommes tous Congolais. Le Congo est notre patrimoine commun. Alors, si quelqu'un commence à dire non, j'explique, c'est comme si celui-là se considérait comme plus Congolais que les autres. Mais les vies, qu'est-ce qui s'est passé sous d'autres cieux, là où il y a eu des guerres et des vies perdues? Je crois qu'au niveau du dialogue, il y aura des gens qui vont proposer. Moi, je ne vais pas faire de la divination. Donc, au niveau du dialogue, je ne vais pas anticiper. On trouvera le temps d'analyser les problèmes, puis d'analyser les propositions de solutions, de voir les solutions qui conviendraient le mieux pour ramener la paix. Croyez-vous que sous notre cieux, il n'y a pas eu de vies perdues dans la situation de guerre? Vous savez, les vies perdues, ce n'est pas que là où se trouve l'AFC M23. Les ADF Nalou ont massacré les gens à Komanda. C'est des vies perdues. On a massacré, on a tué des compatriotes à Kassenga. C'est des vies perdues. Ici, à côté de chez nous, les Mobondo ont brûlé des villages. Il y a eu des vies perdues. Il n'y a pas de bonnes morts et de mauvaises morts. Tous ceux qui meurent sont nos compatriotes. Ils ont le sang des Congolais. Nous allons exorciser nos démons dans le cadre d'un forum inclusif. Et à ce moment-là, on parlera de la justice. Est-ce qu'il faut la mettre en amont de quel dispositif? Est-ce qu'il faut la mettre en aval de quel dispositif? On ne peut pas avoir une justice, je dirais... Sous la présidence de la République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu lundi 27 juillet 2026 une séance consacrée aux menaces contre la paix et la sécurité internationale liées à la situation en Ukraine. Les membres du Conseil ont écouté les exposés de Madame Kayoko Goto et de Ingrika Rwatate avant d'échanger avec plusieurs délégations dont l'Ukraine, l'Estonie, l'Union européenne et la Pologne. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est maintien de la paix et de la sécurité de l'Ukraine. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants de l'Estonie, de la Pologne et de l'Ukraine à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les intervenants suivants à participer à la présente séance. Madame Kayoko Goto, directrice pour l'Europe et l'Asie centrale du département des affaires politiques et de la consolidation de la paix et du département des opérations de paix, et M. Indrika Ratwate,
sous-secrétaire général aux affaires humanitaires et coordonnateur adjoint des secours d'urgence par intérim. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite également M. Quentin Weller, de la délégation de l'Union européenne auprès de l'Organisation des Nations Unies, à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Je donne à présent la parole à Madame Kayoko Goto. Monsieur le Président, Excellences, depuis notre dernier exposé au Conseil le 9 juillet, plus de 170 civils auraient été tués et il y aurait eu 1028 blessés sur l'ensemble du territoire ukrainien. Nous soulignons à nouveau la nécessité urgente d'efforts diplomatiques renouvelés. Nous ne pouvons pas permettre que cette spirale se poursuive. Nous exhortons toutes les parties à reprendre le dialogue et des négociations inclusives en vue de la désescalade pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat, complet et sans condition. Il s'agirait là d'une étape nécessaire et cruciale pour une paix juste, pérenne et complète, conformément à la Charte des Nations Unies, au droit international et aux résolutions de l'ONU pertinentes. L'ONU continue d'être prête à mettre à disposition ses outils, son expertise pour appuyer tous les efforts véritables dans cet objectif. Merci. Pour son exposé, et je donne à présent la parole à M. Indrika Ratwatte. Mr. President, Excellencies, Monsieur le Président, Excellences, depuis que le Conseil s'est réuni il y a 2 semaines et demie, des civils ont été tués et blessés, des logements ont été réduits à l'état de ruine, l'électricité et l'eau ont été coupées, des entrepôts de l'ONU et d'autres installations humanitaires ont été endommagées, l'aide destinée aux civils a été détruite et pourtant, au quotidien, les organisations humanitaires continuent de riposter dans toute l'Ukraine. Monsieur le Président, 4 ans et demi se sont écoulés depuis l'escalade des hostilités et les dangers auxquels font face les civils au quotidien et la manière dont les organisations humanitaires travaillent ont changé. Mais les obligations des parties au titre de droit international humanitaire restent inchangées et sans équivoque. Là où les parties mènent des opérations militaires, les civils, y compris les humanitaires, doivent être protégés. Les infrastructures civiles dont dépendent les civils doivent être épargnés. Les secours humanitaires doivent pouvoir être acheminés vers les civils dans le besoin. Les parties doivent honorer la finalité du droit international humanitaire qui concerne avant tout la protection. Monsieur le Président, nous continuerons de nous adapter parce que les civils ont besoin de nous. Nous remplacerons les stocks détruits. Nous continuerons de travailler avec les acteurs locaux et pour aider les civils. Mais nos déterminations ne doivent pas être confondues avec de l'acceptation. Les organisations humanitaires trouvent une manière de travailler parce que c'est leur travail, mais cela ne veut pas dire que ces conditions soient acceptables. Et cette détermination extraordinaire des civils ne doivent pas non plus être assimilés à une capacité illimitée de supporter des souffrances. Les organisations humanitaires continuent de faire tout ce qui est en leur pouvoir, mais ne peuvent pas compenser l'échec à honorer la dimension protection du droit international humanitaire. La responsabilité d'épargner les civils et de répondre à leurs besoins essentiels incombe aux parties au conflit. Les acteurs ayant de l'influence ont une responsabilité également. Le droit international humanitaire n'est pas facultatif. Merci. La course à la succession d'Antonio Guterres à la tête des Nations Unies connaît un nouveau tournant avec l'entrée en lice officielle de Lugandé Olara Otunu, ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, au moment où les Sénégalais Macky Sall défendait à New York sa vision d'une organisation reformée et plus efficace. La course à la succession d'Antonio Guterres à la tête des Nations Unies connaît un nouveau tournant avec l'entrée en lice officielle de Lugandé Olara Otunu, ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, au moment où le Sénégalais Macky Sall défendait à New York sa vision d'une organisation réformée et plus efficace. Le gouvernement ougandais a annoncé dimanche la candidature d'Olara Otunu au poste de secrétaire général des Nations Unies, appelant les États membres à soutenir cet ancien haut responsable onusien pour succéder à Antonio Guterres dont le mandat expire le 31 décembre 2026.
Dans un communiqué du ministère ougandais des Affaires étrangères, Kampala met en avant le parcours d'un diplomate ayant consacré plus de 40 années aux Nations Unies, à l'administration publique, au monde universitaire et à la société civile. Olara Otunu a également occupé les fonctions de secrétaire général adjoint des Nations Unies et le premier représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés entre 1998 et 2005. On va au Cameroun. Patrick Mengue a été condamné dimanche 26 juillet à 6 mois de prison ferme pour outrage au président de la République. Les tribunaux de première instance de Yaoundé lui reprochent d'avoir publié un texte jugé offensant par le ministère public, même si le chef de l'État n'y est pas directement cité. Interpellé le 13 avril dernier, 2 jours après la publication du message, il était en détention provisoire depuis cette date-là. Seigneur, tu te rapproches déjà de la cible. Encore un effort, s'il te plaît. Ce poste de Patrick Mengue faisait suite à l'annonce du décès à 92 ans en avril dernier du président du Sénat, Marcel Nyat Difendi. C'est l'outrage au chef de l'État pour le tribunal qui a prononcé 6 mois d'emprisonnement ferme. Ivan Batam Konlong, l'un des conseils de Patrick Mengue, interroge l'indépendance de la justice dans l'affaire. Lorsqu'on est en train de juger une affaire et qu'on a pour infraction le chef suprême de la magistrature, ça fait quand même peur. Le collectif d'avocats va interjeter appel pour des raisons qu'évoque Maître François Nkinime Benga. Nous ne comprenons pas comment le ministère public a pu s'appuyer sur des éléments vides pour requérir à charge dans ce dossier. Il n'y a pas d'interprétation en matière pénale. Pour Cyril Roland Béchon de l'ONG Nouveau Droit de l'Homme, la peine de 6 mois d'emprisonnement contre Patrick Mengue est un message pour faire peur aux citoyens. Il n'y a rien qui justifie cet emprisonnement, si ce n'est tout simplement un besoin de réprimer, de dire que on a l'appareil judiciaire qu'on peut utiliser à tout moment. Le ministère public n'a pas fait de commentaire après le prononcé de la décision. Patrick Mengue, qui a déjà passé 3 mois en détention provisoire, pourra purger sa peine jusqu'en octobre prochain. Et c'est la fin de l'actualité internationale. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.